Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog du Cercle Business dans lequel on va parler du point commun entre les riches et les pauvres. Donc, départ dans un milieu boisé. J'étais allé visiter une attraction en dehors de Tallinn. On est à une quarantaine de kilomètres en dehors de Tallinn. Une base sous-marine de l'ère soviétique. Donc c'était assez intéressant, même si ça cassait pas trois pattes à un canard et ça valait pas le trajet si vous voulez savoir. Dans cette vidéo, dans ce vlog, on va s'intéresser à ce point commun entre les riches et les pauvres et savoir où se situe le talentueux web entrepreneur. Donc par talentueux web entrepreneur, j'entends la personne qui a développé un business sur Internet et qui gagne de l'argent. Donc, nouveau angle de vue, la caméra est limite en face de mon regard, donc ça donne un meilleur aperçu de la route. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et dans cette vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de t'inviter à t'abonner à la chaîne, puisque les vlogs estivaux sont terminés. C'était un format qu'on faisait cet été. Et on va faire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus précis à partir de septembre. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un commentaire et n'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas non plus à rejoindre notre canal Telegram où il y a plus de 2500 entrepreneurs à l'heure où on enregistre cette vidéo. Et également rejoindre notre forum si tu as des questions, des précisions pour du contenu additionnel. Les deux sont entièrement gratuits. N'hésite pas à activer les notifications, on fait pas de short, donc tu recevras pas 14 notifications par jour. Donc dans ce vlog, nous allons parler, comme je l'ai dit, du point commun entre les riches et les pauvres, qui va en quelque sorte annoncer notre prochaine mini-série de vidéos sur la chaîne, où on va s'intéresser à des outils d'entrepreneurs et expliquer comment ils fonctionnent, comment ils se mettent en place, et comment on peut en tirer le maximum parti. Donc ça sera super intéressant. Ce point commun entre les riches et les pauvres, il y en a un qui est, je dirais que c'est le plus gros des points communs. Ça, c'est c'est une spéciale de rallye ici. Le problème, c'est qu'elle est à double sens. Il n'y a pas trop de visibilité. Ouais, il y a visibilité zéro, bon, on va pas se laisser emporter. C'est le plus gros point commun qu'il y a. S'il y a bien un point commun entre ces deux catégories de personnes, c'est bien celui-là. Et cependant, ce point commun, ils le font pour des raisons opposées. Les uns, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ça, je vais dire que ça va être les pauvres. Notamment à cause d'un train de vie dépassant leurs ressources, qui est la vraie définition de la pauvreté. La vraie définition de la pauvreté, c'est si tu dépenses 20 000 euros par mois et que tu gagnes 20 000 euros par mois, tu es plus pauvre que quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui en dépense 5 000. Et les autres, qu'on va dire ce sont les riches, c'est parce que justement ils ont le choix. Et c'est cette grosse différence. Et ce point commun, c'est l'utilisation du financement, de la dette, du crédit bancaire. Ce crédit bancaire, effectivement, les pauvres sont malgré eux obligés de recourir à des financements, notamment des prêts à la consommation pour finir la fin du mois, payer les échéances ou le nouvel écran plat, car ils ont en réalité pas d'autre choix. Et d'un autre côté, nous avons les riches qui, eux, vont avoir recours massivement à ce type de mécanisme, car en réalité, ils ont tout compris et qu'ils ont justement le choix. Et dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement à l'attrait des riches, donc du point de vue des riches. Je vais essayer de ne pas me prendre un arbre. Ouais, non, mais là, cette route est vraiment... Ça pourrait être une spéciale de rallye avec les... par contre, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Ouais, c'est un peu limite. Bon, on va se calmer, on va arrêter de faire l'enfant et on va revenir sur notre sujet qui nous intéresse, le crédit. Et en effet, pourquoi les riches utilisent le crédit? C'est
c'est sur ce point que nous allons nous concentrer, la question à 1 million. Et bien comprendre le rôle des banques dans la création de la richesse. Parce que, à vrai dire, sur la chaîne principale, on a parlé de notre futur programme. C'est un programme hybride pour faire monter en compétence les entrepreneurs qui s'appelle le PNL, le Pool and Leverage, que j'ai annoncé récemment sur la chaîne. Et dans ce programme, je vais également mettre des playlists, c'est-à-dire des vidéos à voir, même des séries à voir, qui seront pas obligatoires, mais ça sera intéressant parce qu'on prendra des extraits et des notions qui sont excessivement importantes. Et dans le cas des banques et dans le cas des séries que je vais recommander dans le cadre de ce programme, il va y avoir notamment Inventing Anna, qui est l'histoire de Anna Delvey. C'est sur Netflix. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à le regarder. C'est assez intéressant d'un point de vue entrepreneurial. Hein, je parle. Pourquoi ? Parce que l'histoire d'Inventing Anna, c'est une jeune fille qui a floué tout le gratin new-yorkais. Quand je dis gratin new-yorkais, on parle autant des plus grands avocats d'affaires que des banques, que des hôtels ou de gros millionnaires. Donc c'est vraiment intéressant et elle avait été à 2 doigts de lever un financement en partant de rien et en jouant sur les faiblesses de chacun, elle avait été à 2 doigts de lever un financement de 40 millions de dollars pour créer une fondation et financer cette fondation. La série, elle est sur Netflix et on va parler de la journaliste qui a enquêté sur Anna, puisque cette journaliste, on suit son histoire dans la série Netflix. Elle s'appelle Vivienne et elle interviewe une grande banquière de Wall Street qui avait refusé la demande de prêt de 40 millions de Anna Delvey à l'époque. Et on voit bien cette différence et ce point commun entre les riches et les pauvres, c'est que Vivienne, c'est une journaliste, c'est pas une grande reporter, elle vient pas d'une grande famille, elle se situerait plus dans la catégorie des pauvres. Et elle pose la question à la banquière, ce que je comprends pas, c'est que si Anna avait réellement raconté qu'elle avait 60 millions sur un trust, et Vivienne, la journaliste, demande à la banquière, mais si elle avait réellement 60 millions d'euros, pourquoi elle est venue vous voir pour un crédit de 40 millions ? Ça n'a aucune logique. Pourquoi il ferait ça ? Et en fait, et la banquière répond quelque chose qui est tellement vrai et qui est un CQFD en quelque sorte à cette vidéo. Elle explique le rôle des banques. Et elle explique que les riches, ils ne risquent jamais leur propre argent. Et c'est à ça que servent les banques. On prend tous les risques, la banque, et on protège le capital des riches. Si tout se passe bien, les banques prospèrent et leurs clients prospèrent. Et en fait, c'est à cela que sert une banque. À faire travailler l'argent et à passer l'argent de main en main aux personnes qui ont un certain talent pour en faire plus. Et c'est pareil pour les sociétés, quoi qu'on dise. Pourquoi Apple, qui a en réserve de cash l'équivalent d'un PIB comme le Portugal, et je te parle de ça en 2015, pourquoi, lorsqu'ils font des acquisitions de sociétés, pourquoi ils passent par le crédit ? Aujourd'hui, à titre comparatif, la valorisation d'Apple, une société américaine, est supérieure au PIB français, parce qu'on est quasiment à 3 trillions de dollars, et que le PIB de la France, c'est 2,6. En réalité, si Apple, comme les riches, utilisent les banques, parce que c'est plus avantageux. À titre d'exemple, ce que doit faire Apple, c'est placer leur trésorerie qui leur apporte des intérêts. Ils empruntent pour leur acquisition à des taux d'intérêt inférieurs de ce que leur apporte leur cash. Et en plus, l'intérêt d'emprunt est déductible fiscalement du résultat de l'entreprise, de l'impôt sur les sociétés. Tandis que s'ils utilisaient eux-mêmes leur propre cash, ça ne serait pas déductible. Tu comprends ? C'est un peu le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et en réalité, il n'y a que les petits entrepreneurs qui n'ont rien compris, qui payent tout cash et qui attendent d'avoir un peu plus de cash pour scaler l'ensemble. Et prenons le web entrepreneur.
et le web entrepreneur et la fintech, qui est quelque chose de très important. Par fintech, j'entends, alors, je pense que c'est par là, enfin j'espère. Par fintech, j'entends les banques en ligne, et vous les connaissez toutes, au rang desquelles je mets Revolut, N26, Wise, qui était anciennement TransferWise, Conto en France, qui est utilisé par énormément d'entrepreneurs. D'ailleurs, si tu l'utilises, n'hésite pas à le dire, n'hésite pas à mettre en commentaire quelle banque en ligne tu utilises. Et il y en a bien d'autres, Finom, Boursorama. Bon, Boursorama, vous êtes plus sur des filiales de banques, mais c'est fintech, Wise, Revolut et tout. Elles sont très aimées des web entrepreneurs. Et les web entrepreneurs se sont jetés sur ces outils. Car effectivement, c'est excessivement simple d'ouvrir un compte bancaire. Il n'y a pas besoin de remplir 14 000 papiers, d'aller au bureau. Et l'ouverture du compte est excessivement aisée. Mais dès qu'on va vouloir accéder aux outils de financement, ça va être beaucoup plus complexe, voire impossible, car aucun ne le propose. Et on ne peut pas bâtir une stratégie entrepreneuriale sur une relation avec des fintechs. On le fait sur une relation bancaire. Et ce qui me fait moi le plus rigoler, je vais te le dire, ce qui me fait le plus rigoler, ce sont ces entrepreneurs qui se prétendent millionnaires, qui le sont en réalité, où il y en a certains qui se disent millionnaires dès qu'ils ont fait 1 million de chiffre d'affaires. Ils affichent sur leur story Instagram, je peux gagner de l'argent de n'importe où. Ils se filment près d'une plage. Et ils montrent leur notification TransferWise, 25 000 € et sur votre compte prêt à être utilisé. Je pourrais en trouver. C'est pathétique de voir ça. C'est pas se prétendre entrepreneur, c'est se prétendre plutôt chanceux. C'est un peu comme le mec qui se prétend séducteur et qui va séduire des prostituées. C'est le même niveau. Prenons un exemple d'investissement pour bien illustrer cette différence entre une personne qui aura bâti une relation bancaire et une personne qui se sera contentée de fintech. L'utilisateur d'une fintech, si on prend un investissement immobilier à 500 000 €, il va être obligé de sortir les 500 000 € cash. Il va devoir les apporter en cash s'il veut acheter un bien immobilier. Celui d'une banque, disons traditionnelle, qui aura pris le temps de développer une relation bancaire, même s'il amène 20%, et c'est vraiment un bel apport, c'est faisable. C'est-à-dire qu'il mettra 100 000 de cash sur 500 000, il conservera ces 400 000 qu'il pourra mieux placer et se servir pour développer son business, pendant que l'autre aura mis 500 000 sur la table. Mais si on pousse même le raisonnement, lorsque l'un va pouvoir acheter un appartement avec 500 000 et que l'autre va pouvoir en acheter 5, puisqu'il aura mis 100 000 à chaque fois. C'est-à-dire qu'il pourra mettre 5 fois 100 000 pour avoir 500 000 € d'apport et en réalité, il aura financé 2,5 millions de patrimoine. Voilà la différence entre quelqu'un sachant se servir des banques et quelqu'un qui va se réfugier dans la simplicité des fintechs. Il faudra donc aux entrepreneurs fans de néobanques qui basent toute leur stratégie dessus 5 fois plus de travail, 5 fois plus de temps, 5 fois plus de résultats pour en arriver au même résultat de quelqu'un qui utilise une stratégie bancaire. Et je vais te dire, si tu gagnes 5 fois plus et que tu mets une banque dans la boucle, tu vas pouvoir investir encore plus. C'est énorme. Ça va faire très mal d'un point de vue patrimoine, d'un point de vue développement de ces investissements et tout. Est-ce que tu comprends? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires si tu as des questions. Et il va être temps pour moi de conclure. L'intérêt, c'est de les garder en dessous de 20 minutes. Et il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Être web entrepreneur et ne pas se servir du levier bancaire fera que tu seras toujours en train de courir après des ventes pour éviter de faire un peu d'effort au départ, pour pas remplir 3 papiers, quoi. Tu seras dans la pire des catégories, ni le pauvre ni le riche. Tu devras fournir 5-10 fois plus de travail que ton homologue sachant se servir de ces outils et d'une banque traditionnelle. Et prenons un exemple plus loisir, si investir dans l'immobilier, ça ne te plaît pas.
Imaginons qu'on veuille acheter tous les deux une Porsche. On est en voiture, c'est un bon exemple, ou un magnifique camping-car comme celui qui est devant pour faire des road trips et visiter les pays. Prenons une Porsche à 100 000 euros. La personne qui a une stratégie FinTech va devoir mettre 100 000 euros cash sur la table, acheter 100 000 euros cash. Donc ces 100 000 euros, ils seront mis dans un actif se dépréciant pas mal. Certes, tu me diras, oui, il pourra faire des stories avec sa Porsche et peut-être gagner plus d'argent. La personne avec un historique bancaire, et je vais prendre mon téléphone pour bien l'expliquer puisque j'ai pris des chiffres. Donc, il est où ce con? Ah, le voilà. La personne qui va utiliser une relation bancaire, elle va passer par n'importe quel type de financement, mais prenons un exemple qui est sorti d'un simulateur bancaire. Une personne qui va acheter 100 000 euros va mettre 10 000 euros d'apport et va verser ensuite quasiment 1600 euros, 1577 euros par mois, soit environ 19 000 euros de mensualité la première année. Plus la mise de départ, rappelle-toi, l'apport c'était 10%, c'était 10 000, ça fait un total de 29 000 euros sur la première année. Le mec qui n'aura pas utilisé le financement, il aura foutu 100 000 balles cash sur la table. Toi, en réalité, tu auras mis 29 000 euros la première année. C'est-à-dire qu'en réalité, il te restera 71 000 euros sur le côté pour faire soit des placements à un taux supérieur que le taux de financement, pour développer d'autres business, pour développer ton entreprise. Le cash is king, comme disaient les anglo-saxons. L'emprunt, d'après le simulateur de la banque, qui va te coûter aux alentours des 2,6%. Est-ce que tu ne peux pas battre les 2,6% d'intérêt par an en te servant de ton business et en te servant du cash sur ton business? Sache utiliser les leviers bancaires et cela te permettra de faire croître ton business à un niveau, quoi qu'on dise, inespéré. Utiliser le crédit n'est pas un signe de pauvreté. C'est un signe de stupidité de croire cela. Car à part dire sur tes réseaux sociaux, ouais, je l'ai payé cash pour te la péter, je vois pas trop à quoi cela te rapporte. L'orgueil rime avec cercueil. C'est complètement débile d'acheter quelque chose cash, surtout en période d'inflation. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur l'inflation, sur comment lutter contre l'inflation, et on avait pris les exemples des personnes, notamment le crédit qui était un excellent moyen pour figer le montant. Et même si tu dis que tu l'as payé à crédit, et alors? Qui utilise plus le crédit que les pauvres? Ce sont les riches. Et si tu as un mec qui te dit « ouais, tu l'as acheté à crédit », ben cela sera une remarque de pauvre qui connaît rien et ton comportement sera celui d'un riche qui fait les meilleurs choix de gestion et qui a une stratégie réelle. Pense à t'abonner à la chaîne, mettre un commentaire, nous dire ce que tu en penses, laisser un pouce pour le référencement et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les mini-séries ou sur un nouveau vlog. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!